Ophélie est partie en mai 2012 après un long parcours, un long cheminement dépressif. Elle avait fait une première tentative de suicide en 2011. Avait semblé reprendre le fil de sa vie et malheureusement elle a rechuté et sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Le 23 mai 2012, je l'ai retrouvée dans sa chambre, elle s'était pendue. Mon mari et moi, la première chose que nous avons faite forcément, c'est de pouvoir l'enlever de là où elle était, de l'avoir allongée sur le sol. Et la première phrase que j'ai pu lui dire, c'est « Ophélie, va vers la lumière, je te pardonne. Et surtout, il ne faut pas que ça s'arrête là et il faut qu'on reste en communication. » Je ne sais même pas pourquoi je lui ai dit ça. Ne serait-ce que le mot lumière, ça ne me parlait pas. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir une autre forme de communication. Mais je ne sais pas, c'était quelque chose de très intuitif qui est arrivé comme ça. Le 1er septembre 2004, mon fils est parti travailler le matin et a eu un accident qui lui a été fatal, qui a été mortel. Et depuis, on a avancé doucement. Ça a été très difficile, malgré ma croyance, puisque je suis médium de naissance. J'ai donc vu l'accident de mon fils, enfin pas de la même manière, mais la veille de son départ, j'ai su qu'il allait partir. Nous avons perdu un enfant d'un suicide à l'âge de 18 ans. Et donc c'est quelque chose qui est arrivé brutalement, on ne s'y attendait vraiment pas, puisque c'est un suicide. Alors notre fils s'est suicidé par arme à feu. Il a eu le temps de nous dire au revoir. Ça a été brutal. Ensuite, il a été emmené à l'hôpital. Et bon, les médecins n'ont rien pu faire, c'était trop tard. Après, c'est ce que j'appelle les 3 premiers jours sans Ophélie et les 3 premiers signes d'Ophélie. C'est la première nuit, nous avons entendu un énorme bruit, un gros bruit sur l'une de nos tables de chevet. Et ça nous a interpellés et mon mari au matin m'a dit « mais je crois que c'est Ophélie qui a fait ce bruit ». Alors moi je l'ai regardé, je me dis « mais c'est possible ça, de faire ce genre de choses ?» Voilà, et puis le lendemain, il y avait tous les préparatifs, des obsèques, il y avait forcément beaucoup de choses à faire. Et à plusieurs reprises, mon portable a sonné. Il n'y avait pas de numéro, j'ai décroché. Et j'avais l'impression d'être reliée à quelque chose d'infini, quelque chose d'absolument vaste. Et forcément, il n'y avait pas de parole, et en même temps, une sorte de bruit de fond, de bruissement qui me donnait l'impression d'être connectée à quelque chose d'immense. Le 3e signe que nous avons eu, c'était donc après les obsèques d'Ophélie. Donc, je suis allée dans le jardin un petit peu sans savoir quoi faire. Et je me suis retrouvée dans un petit coin et puis j'ai commencé à gratter un petit peu la terre. Et j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, et puis un deuxième, et puis un 3e. Voilà. Moi qui n'en avais jamais trouvé auparavant. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'étais à un endroit où Ophélie venait souvent quand elle était enfant et elle cherchait elle aussi beaucoup de trèfles à 4 feuilles exactement à cet endroit et elle n'en avait jamais trouvé. J'ai décidé enfin j'ai pas décidé, c'est que j'ai reçu un message il y a 4 ans, 5 ans même maintenant, de mon fils en pleine nuit me disant que je devais fonder une association. À cette époque, honnêtement, j'ai dit non. J'ai dit non, non, je ne suis pas prête. Ma fille m'a dit, mais si maman, on peut le faire. J'ai dit non. Avec le travail, avec tout ce que j'ai à faire, je me sens incapable de gérer une association. C'est pas le moment. Voilà, donc j'ai arrêté là. Pendant ces 2 années-là, j'ai pas cédé. Et au bout de 2 ans, je reçois un autre message en pleine nuit et ils m'ont dit, maintenant tu es prête. Elle devra s'appeler l'envol d'un ange. Moi, toute jeune, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose après, qu'il y avait du paranormal, ça existait. Pour moi, c'était quelque chose de concret. Voilà. Donc, avant que Nicolas se suicide, j'avais consulté, mais dans une conférence, pas en particulier. J'avais assisté à une médiumnité et ça m'avait beaucoup intéressée.
Et à la suite de ça, quelques mois après, Nicolas se suicidait. Donc automatiquement, on a été plongé de suite. Et de suite, on a compris que de toute façon, il n'était pas vraiment mort, qu'il y avait vraiment quelque chose après. Donc ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a aidés parce qu'en fin de compte, c'est simplement une séparation. Voilà. Et pour moi, je pense que si on a foi en ça, ça nous permet de pouvoir continuer. Avant le décès de Nico, je sais pas que j'y croyais pas, mais j'étais pas là-dedans. J'avais autre chose, j'avais ma famille, j'avais ma femme, mes enfants, le boulot de tous les jours. Donc la vie après la mort, c'était pas mon truc. Et donc, comme a dit ma femme, un soir, elle avait été à une séance de médiumnité, elle était venue m'en parler. Bon, elle avait eu un message de mon père par contre. Elle m'avait dit des trucs qui s'étaient vraiment passés. Bon, sur le coup, j'ai dit, bon, ben, oui, d'accord, mais le quotidien a repris le dessus. Et 3 mois après, malheureusement, le départ de Nico m'a fait réfléchir. Et donc, on a adhéré de suite à des associations, on allait voir des médiums, on allait voir si, on avait des contacts. Toujours Nico venait nous donner un petit message. Quelques temps après, ma sœur à qui j'avais raconté cette phrase que j'avais dite à Ophélie m'a appelée, m'a dit, tu sais Florence, il y a un médium qui vient sur Nantes dans les prochains jours. Je me suis dit, mais médium, qu'est-ce que c'est? En plus, je ne savais même pas ce que c'était. Et la première idée, c'était de me dire, mais j'étais poussée à y aller, et en même temps, il y avait quelque chose qui... J'avais une certaine peur, et je me disais, mais c'est quelque chose que je maîtrisais vraiment pas du tout. Et je me suis dit, j'y vais quand même, mais je fais très attention, je vais regarder comment ça se passe, je vais observer. Et je suis rentrée dans la salle. Forcément, il y a eu une maman qui a eu un très très beau message de sa fille aussi, qui était partie depuis une année. Je me dis, voilà, c'est extraordinaire, comment cette jeune fille peut donner autant de précision, de messages à sa maman. Et à un moment, le médium a pris la photo d'Ophélie. Je me dis, ça y est, je vais peut-être avoir quelque chose. Et là, tout de suite, il s'arrête, il dit, c'est le guide qui prend la parole et qui dit, vous attendez un signe de votre fille. De ta fille, c'est comme ça qu'il parle. Ma petite, tu attends un signe de ta fille, tu tends la joue, tu tends l'oreille, tu es en attente, mais sache que ça va venir. Et il m'a dit aussi plein d'autres choses. Et à la fin de la séance, je suis allée le voir en pleurs, mais je lui ai dit, mais pourquoi j'ai pas eu moi aussi un message comme cette maman? Alors le médium me dit, mais comment est partie votre fille? Je lui explique, c'est un départ volontaire. Il dit, mais imaginez qu'au lieu d'être rentrée en terminale, elle est rentrée simplement en maternelle ou en primaire. Et elle a tout un chemin à faire, beaucoup plus long que les autres. Elle a beaucoup de choses à comprendre. Revenez dans 3-4 mois. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes retournés 3-4 mois après. Et j'étais avec ma sœur et nous avions emmené également une photo de mon frère qui est parti à l'âge de 17 ans également, il y a une vingtaine d'années. Et à un moment, il prend la photo de mon frère. Et là, c'était vraiment le premier contact que nous avions. Et là, c'était extraordinaire. Et mon frère m'a dit des choses absolument magnifiques. Ma sœur a la possibilité de poser une question. Elle était très surprise et elle dit, est-ce que tu as vu Ophélie? Et là, le médium fait le signe bras dessus, bras dessous. Sur l'ensemble des photos, prend celle d'Ophélie, puis fait « on est ensemble ». Et en fait, Ophélie a pu nous donner beaucoup de détails, des choses insignifiantes de notre vie, de notre quotidien, mais qui nous ont beaucoup parlé, qui nous ont fait comprendre qu'Ophélie était bien chez nous aussi. Ce que je pourrais par contre conseiller aux parents, aux gens même qui ont perdu un être cher, je sais qu'ils sont dans la souffrance, c'est terrible, mais qu'ils fassent quand même bien attention aux choix qu'ils font. Parce que un médium, bien sûr, il ne vous dira pas toujours ce que vous avez envie d'entendre, ça c'est la vérité. Mais par contre, il doit donner des détails que seule la famille peuvent reconnaître. Donc c'est important parce qu'il ne suffit pas de dire simplement
oui, votre être cher, il est bien, il est heureux, il est de l'autre côté, il a retrouvé une grand-mère, un grand-père. Oui, sûrement qu'il a retrouvé un grand-père et une grand-mère, excusez-moi. Mais il faut donner des détails bien plus importants parce que sinon, c'est pas trop crédible. Il faut faire très attention à ses choix. Je dirais pas qu'il y a, je l'espère du moins, qu'il n'y a pas tant de mauvais médiums que ça. Mais comme on dit toujours aussi, il y a de très mauvais garagistes. Il y a de très mauvais plombiers. Donc là, déjà, il faut faire le choix. Donc je dis, c'est aux gens de faire très attention sur qui tombe en médium. C'est vrai qu'il faut être très prudent. Un soir, donc, pendant une séance médiumique, Nico nous a laissé un message. Et à la suite de ça, la présidente est venue nous voir, moi et ma femme, et nous a demandé de rentrer à l'association. On s'est dit, bon, on va quand même réfléchir, on va se poser des questions, et puis je crois qu'on a eu un rendez-vous avec la présidente, et puis on a adhéré de suite. Et depuis, donc ça fait 7 ans maintenant, qu'on fait partie de cette association, qu'on rencontre beaucoup de médiums, beaucoup de conférenciers qui parlent de la vie après la mort, et vraiment, ça réconforte. J'ai forcément continué les séances avec un médium. J'ai essayé d'autres médiums parce que je voulais voir si les messages étaient toujours de la même nature. Et effectivement, ils étaient toujours du même ordre. C'était beaucoup de messages d'encouragement. Et bien, il y avait toujours quelque chose qui revenait, qui me disait Maman, tu dois écrire un livre. D'accord, mais bon, je sais pas, je veux bien écrire quelque chose, Ophélie, mais quoi et comment et au fur et à mesure des séances, à un moment, il y a une dame qui vient me voir à la fin de la séance, elle me dit mais je pense que c'est l'écriture automatique dont vous parle votre fille. Je l'ai regardée, je lui ai dit mais je ne sais pas ce que c'est l'écriture automatique. Et elle m'a expliqué. Forcément, j'ai essayé très rapidement et là, c'était merveilleux. Ça a démarré. J'ai senti ma main partir et puis le premier mot, ça a été forcément le prénom d'Ophélie. Il y a eu beaucoup de tests aussi pour qu'elle s'exerce et que je m'exerce à rester sur la feuille. Enfin, c'était vraiment au départ très technique, mais après merveilleux en messages. Ce sont beaucoup de messages d'amour, de guidance, pour nous montrer qu'il faut être en paix, qu'il faut continuer à avancer et surtout qu'elles sont là. C'est ça qui est important, c'est de comprendre leur présence absolue près de nous. Forcément, on ne les voit pas. Certains ont la possibilité, mais ils sont là. Et on a tellement d'exemples de sa présence à nos côtés que ce n'est même plus « je crois qu'elle est là », je sais qu'elle est là. Un an après le décès de Nicolas, nos amis, pour nous changer un peu les idées, nous emmènent à la neige. Et j'adorais skier, et Nicolas skiait beaucoup avec nous. Et je monte au sommet. J'étais très heureuse d'être à la neige et de skier. Puis ça a une vue, un paysage magnifique, la neige, c'est tout blanc, c'est lumineux. Et puis le soir, bon, je fais mes descentes, tout ça. Puis le soir, quand je me couche, je pense toujours à mon fils. Et là, je m'endors. Et dans mon rêve, Nicolas m'apparaît et il me dit « Maman, qu'est-ce que je suis bien là-haut » Et vraiment, il était vraiment très, très, très beau. C'était comme si c'était réel. Et de ce jour-là, j'ai bien compris encore plus. Ça m'a réconfortée de dire que vraiment, il y a quelque chose après la mort. Alors le mot mort n'a pas de signification. En fin de compte, on ne meurt jamais. Après le départ de Nico, ma femme a gardé son portable. Et quand elle m'appelle, c'est toujours marqué Nico. Et le jour de la fête des pères, nos 2 téléphones étaient un à côté de l'autre et le mien a sonné. Et quand j'ai pris le téléphone, il y avait marqué Nico. Souvent, les parents ne souffrent pas de la même manière et en même temps. La souffrance est terrible autant pour un papa que pour une maman. Sauf que ils souffrent en décalé la plupart du temps. Il y en a un qui essaye de soutenir l'autre et l'autre vice-versa. Ce qui fait que des fois ça amène des conflits dans le couple et le couple se dégrade. Des fois c'est tout à fait l'inverse, heureusement.
ça les consolide. Mais moi, ce que je conseille surtout aux parents, c'est de parler de leur enfant. D'en parler entre eux, entre papa, entre maman, mais d'en parler. C'est important de continuer à parler d'eux, même si on pleure. C'est comme ça que le deuil avance. Parce qu'on ne... Je vais dire deuil, façon de parler, parce que j'aime pas trop ce mot. Je pense qu'on ne fait jamais le deuil d'un enfant. On apprend seulement à vivre avec cette souffrance. On apprend à la gérer. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir conscience, une conscience absolue et une certitude que votre enfant, qu'il est là, qu'il peut partager votre quotidien et qu'il est là aussi pour vous. Il faut aussi l'aider à passer de l'autre côté. Il faut aussi lui envoyer le maximum d'amour, le maximum de lumière. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait, je dirais instinctivement. Je ne savais même pas que ça portait ses fruits. Quand Ophélie est partie, on a mis des bougies et je lui ai envoyé plein d'amour. Alors, on me dit, mais comment il faut faire? C'est simple, vous imaginez votre cœur qui se remplit d'amour et vous envoyez ça comme un ballon qui s'envole. Et un jour, en séance de médiumnité, elle dit, maman, merci pour tout ce que tu m'envoies, je le reçois. Et ça m'aide à grandir. Et il s'appuie sur cet amour et cette lumière que l'on envoie. Petit conseil qu'on peut donner par rapport aux frères et sœurs. Ces frères et sœurs sont déjà aussi touchés comme un père et une mère, parce qu'ils perdent un frère ou une sœur. Et nous, en tant que parents, on doit les soutenir. Et on ne doit pas s'arrêter sur celui qui est parti, parce que la vie continue. Et ces enfants qui restent, ils ont besoin de notre soutien. Comme nous, on a besoin du leur. Nicolas est décédé le 2 novembre. À la suite de ça, il y a les anniversaires, nos anniversaires. Il y a Noël qui arrive. Eh bien, il faut faire un choix. Et ce choix, on l'a fait. Il faut continuer à vivre et fêter ces fêtes-là. Fêter les anniversaires. Fêter son anniversaire. Moi, je me rappelle à l'époque où mon fils est parti, je suis honnête, j'étais en train de me tuer à petit feu. Donc, je ne réagissais pas, plus du tout. Et je passais mon temps à dormir toute la journée. J'ignorais mes filles. Pourtant, ils faisaient tout pour se manifester. Les pires des bêtises, exprès pour que je fasse attention à elles. Mais j'en avais pas envie, en fin de compte. Je les ignorais. Et un jour, ma fille aînée m'a dit, écoute maman, j'ai compris que tu as envie de rejoindre Bruno. Il m'a dit, ne fais pas ça. Parce qu'elle me dit, dans ces cas-là, ça voudrait dire que tu aimes plus Bruno que tu nous aimes nous-mêmes. Et ça a été le déclic. Et j'ai compris qu'en fin de compte, elles étaient là. Et elles avaient besoin d'amour autant que j'ai pu en donner à Bruno. Qu'il ne fallait pas les oublier parce qu'elles souffraient énormément. Je dis que les frères et sœurs souffrent du départ de leurs frères ou de leurs sœurs, mais souffrent aussi de la souffrance de leurs parents. Les départs volontaires sont des formes de départ qui sont un petit peu particulières parce que, alors forcément, ça laisse des grands questionnements pour la famille qui reste. Mais je dirais que c'est la même chose aussi pour celui qui est parti de l'autre côté. Et Ophélie l'a écrit dans ses messages en disant que, en passant de l'autre côté, elle pensait s'alléger des souffrances qui étaient les siennes, et en fait, non, pas du tout. Elle s'est retrouvée de l'autre côté avec exactement les mêmes souffrances, les mêmes turpitudes. Je dirais, c'était son enfer. C'est ça l'enfer, en fait, des personnes qui mettent fin à leur jour. Et ils se sentent absolument coupables de la peine qu'ils engendrent et du désarroi et du désespoir de leur famille. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pardon, et c'est absolument important. Je sais que c'est compliqué, mais de pardonner à cet enfant parce qu'il faut l'aider, justement. Et à partir du moment où celui-ci arrivera à se pardonner, il arrivera à se délester de sa culpabilité et à pouvoir monter plus facilement vers cette lumière et vers son chemin qui lui est propre. Donc ça, c'est très très important. Donc non, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien dans tout ce que je peux expliquer, dire, il n'y a pas de religion, c'est quelque chose
d'absolument autre. C'est cette lumière qui attend chacun de nous, mais il y a un chemin à faire. Il est difficile aussi, il faut savoir que bien souvent, malheureusement, le deuil, la perte d'un enfant fait que les amis s'écartent aussi. Les téléphones souvent restent silencieux. Ou vous croisez des gens, ils changent de trottoir. Souvent on perd des amis. Donc déjà ça fait mal. Mais il faut savoir aussi qu'avec le temps, on se fait d'autres amis. D'autres amis qui sont sur vos vibrations et qui vous apprennent à repartir de l'avant. Ça a été mon cas. J'ai perdu des amis. C'est vrai que le téléphone est resté silencieux, mais j'en ai récupéré d'autres. Et d'autres qui sont plus sur mon chemin maintenant. Donc je dis qu'il ne faut pas perdre espoir. La vie, elle continue, malgré le départ d'un enfant. Et tout en sachant que de toute manière, nous les retrouverons un jour. Ça, j'en suis convaincue. Ce n'est plus une croyance pour moi, mais une certitude. Ce que je veux dire, moi, à tout parent qui perd un enfant, c'est très douloureux, mais tout se surmonte. Tout peut se surmonter quand on en a envie, quand on a le courage, la force. Après, il faut être entouré, ne pas rejeter. Et puis, tout l'entourage doit nous épauler, mais ils doivent aussi comprendre qu'on ne sera plus jamais les mêmes. Voilà. Et la vie continue. Ça a fait 10 ans que Nicolas est décédé, et je peux vous dire qu'il nous a apporté énormément. Malgré ce deuil qui restera une cicatrice très dure à refermer, moi je vais conclure en disant que c'est un très beau cadeau qu'il soit de l'autre côté, parce qu'il nous apporte énormément, énormément. Je ne sais pas si tout le monde pourra comprendre ce que je viens de dire, parce que c'est difficile de l'entendre, mais je peux vous assurer que quand qu'on croit à la vie après la mort, on peut continuer à vivre et être heureux. Moi, j'étais athée, complètement athée. Je ne croyais en rien. J'avais ma vie. C'était, je ne dis pas l'ego, mon frère, ma maison, tout ça. Et je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Et puis, lorsque j'ai perdu mon enfant, mes amis ont eu des messages qu'il fallait que j'aille voir une personne, une médium. Et je suis allée la voir, mais je n'y croyais pas du tout. Surtout que des fois, lorsque mon fils était en hospitalisation à domicile, avec mon ami, on s'amusait à faire les cartes. Et il avait horreur de ça. Alors je me disais, oh non, non, mon fils, il ne veut certainement pas que j'aille chez un médium. Mais à force de faire, j'y suis allée. Je dis, bon. Et j'ai dit, ben moi, je vais aller la voir. Et si elle trouve mon surnom, c'est que c'est vrai. Maintenant, si elle ne trouve pas, c'est que ça n'existe pas. Et j'ai fait quelque chose que je n'aime pas qu'on me fasse à moi. Je commençais à lui dire, dites-moi comment il me surnommait, dites-moi. Et cette personne a quand même mis du mental, puisque moi j'essaye de ne plus faire maintenant. Elle me disait Josette, Juliette, Jeannette. Je dis non, non, non. Et au bout d'un moment, elle me dit, votre fils, il m'énerve. Il me dit Cosette. Je me suis mariée en 1981, à la Grande Motte. Et on a eu un enfant, première grossesse de ma femme en 1982, qui s'est terminée par le décès de ma fille au bout de 3 jours. Ouais, ma fille n'a vécu que 3 jours. Et c'est vrai que bon, moi j'étais artisan boulanger-pâtissier, donc j'étais en grosse activité. Et donc je ne m'occupais pas trop je n'avais pas trop le temps de m'occuper, disons, des affaires familiales. Et pour moi, ça a été ça m'a fait, son décès a été un choc absolu. J'ai perdu le jour, j'ai en mémoire toujours le jour où l'infirmière m'a dit, bon ben voilà, votre fille est décédée, parce qu'ils avaient essayé de l'opérer. Elle avait une malformation du cœur, un tronc commun on appelle ça, et c'était le 2e cas qui s'était produit à Montpellier depuis que la faculté de médecine existe quand même, donc c'est plutôt rare. C'est-à-dire qu'on a une artère au lieu d'avoir 2 artères qui sortent du cœur. Et fait, le sang ne s'oxygénant pas,
Et à l'époque, les échographies ne montrent pas ça. Aujourd'hui, puisqu'elle avait le sang bleu, au lieu d'avoir le sang rose, c'est comme ça qu'ils s'en sont aperçus. Il n'aurait mieux pas fallu qu'elle naisse, parce que la souffrance, et aujourd'hui encore, je vous en parle, donc ça fait 34 ans qu'elle est décédée, et on a toujours cette souffrance. Disons, on peut la réguler aujourd'hui, mais elle est toujours présente et elle sera toujours présente jusqu'à notre décès, quoi. Il est vrai que j'ai créé une association pour l'aide au deuil il y a 10 ans. Dans un premier temps, ce n'est pas moi qui souhaitais créer cette association, je n'osais pas, je n'avais jamais été dans une association, c'est une amie qui m'a demandé. Et j'ai fini par accepter, parce que j'avais perdu mon propre enfant, d'une part et surtout, et que j'ai mis 20 ans à accepter ce décès. J'ai mis 20 ans à souffrir. J'ai mis 20 ans et le ventre et le corps ouverts 17 ou 18 fois, avec des opérations importantes. Jusqu'au jour où une dame est venue me voir et elle me dit « Madame, votre fille veut vous parler ». Et je ne connaissais pas cette personne. Je me suis dit « Elle est folle, elle se trompe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Surtout que je n'avais jamais été voir de voyante, de médium, de cartomancienne. Je n'y allais pas parce que je n'y croyais pas. Alors quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle radote. Et puis, un petit peu piqué au vif, je lui dis, comment vous le savez que j'ai une petite fille? Et elle me dit, mais vous avez bien perdu une petite fille. Alors, toujours piqué au vif, je lui dis, oui, mais comment elle s'appelait, ma fille? Persuadée que j'allais la verrouiller. Elle me dit, Virginie. Alors là, j'ai mon cœur qui a commencé à battre très, très fort. Nous nous sommes mises de côté. Elle m'a pris les mains et elle m'a dit, tiens, voilà Michel. Et à ce moment-là, j'ai ma petite reine qui est venue puis qui m'a dit, maman, c'est ta petite reine. Alors les larmes sont arrivées en gros sanglots. Je me suis dit, mais alors c'est vrai. J'ai commencé un petit peu à écrire, tout ça. Il y avait des messages, c'est vrai. Bon, mon fils était devenu aveugle et j'avais conservé son chien guide d'aveugle. Et c'est vrai que le chien, je la regardais, elle voyait, elle remuait la queue, tout ça. Je me dis, tiens, j'ai eu beaucoup de signes comme ça. Mettons le cadre où ils étaient tous les deux qui est tombé, qui ne s'est pas cassé. Mais j'y croyais pas. Je me disais, oui, ça te fait plaisir, tout ça. Et après, à force de faire, j'ai vraiment eu des gros messages. Il m'a tout expliqué. Ce qui se passait en haut. Et je pense que c'est la plus belle chose, c'est de savoir qu'ils sont heureux. Il m'a décrit les paysages, il m'a décrit ce qu'il faisait, tout ça. Enfin, il m'a tout appris. Ce décès a une très grande importance dans notre vie de couple, puisqu'elle m'a permis, et elle a permis à la fois de mettre mon activité professionnelle en substance plutôt que et d'aller vers une orientation un peu plus spirituelle. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le chemin qu'elle a voulu nous faire comprendre. Pourquoi j'ai poursuivi ma vie dans telle souffrance? C'est que ma fille souffrait beaucoup. Elle était handicapée suite à une erreur médicale. Et je l'ai menée comme je pouvais parce que je n'avais pas compris qu'il fallait qu'elle s'en aille. Et quand elle est partie, il y avait quelques jours que j'avais compris. Et ce soir-là, je lui ai dit, bébé, si tu t'en vas ce soir, c'est que tu n'en peux plus. Alors arrête, je te promets de vivre. Je te le promets, mais toi, arrête. Ne souffre pas pour maman et papa. Et 2 minutes après, la petite reine s'est arrêtée. Et tout le long de ma vie, jusque-là, je me suis dit, tu lui as promis de vivre. Quoi qu'il t'arrive, tu vas vivre. Même si souvent, j'avais envie d'aller la rejoindre. Mon but, l'association, c'est déjà de faire sortir les gens qui viennent rencontrer d'autres personnes. Ce ne sont pas que des personnes qui ont perdu un enfant ou un être cher. Enfin, je pense qu'il n'a pas perdu un être cher. Ce sont des personnes, donc déjà, ils se remettent en question, ils viennent. Alors souvent, c'est sur le bien-être, c'est sur la spiritualité, bien entendu. Des fois, il y a des médiums. Moi, je fais venir un médium qui a perdu son enfant. Voilà, donc c'est encore plus proche, c'est encore plus présent, c'est encore plus concret. Et puis, mais on essaie de diversifier pour emmener, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, alors petit à petit, on ouvre des portes. Moi, je crois que ma mission, c'est également d'ouvrir des portes. Pour nous, dans notre cas, il est spirituel. Voilà. Il est, en définitive, pour ressouder le lien qu'on avait avec Marcel et moi, et qu'on puisse aller jusqu'à la fin ensemble. Voilà. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse nous offrir. Voilà. Et ça, ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. C'est quelque chose d'immense. Et c'est là, il faut retenir que ça. C'est le bien que ça va vous donner plutôt que le mal que cela vous donne.
Laissez le mental un petit peu de côté et faites ressurgir votre âme en définitive. Parlez à votre âme, tout simplement ça. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que les autres parents fassent comme moi. Il ne faut pas qu'ils soient endormis par des anesthésies 10 fois, 12 fois, 17 fois, comme je l'ai été. Il ne faut pas qu'ils refusent de vivre, qu'ils se mettent en retrait de la vie parce que leur enfant vit. On ne leur enlève pas définitivement. Cet enfant, il est là, à côté d'eux. Mais notre chagrin nous empêche de le voir, nous empêche de l'entendre. Parce qu'à partir de là, mon enfant ne s'est plus arrêté. J'ai toujours eu des messages, elle est toujours venue à côté de moi et elle a amené bien d'autres personnes auprès de moi. Donc, si je peux dire, halte, arrêtez. Arrêtez de souffrir, vivez, parce qu'eux, ils vivent. Et si vous vivez heureux, eux, ils vont être heureux aussi. Mais ce qui est bien, c'est quand on sait qu'après la vie, il y a quelque chose de merveilleux, tout ça, ça nous permet déjà, on ne se suicide pas, parce que souvent, ça arrive que des parents se suicident. Donc, moi, mon fils me l'avait dit que si je me suicidais, je ne le reverrais plus jamais. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et c'est ce que je fais passer comme message, bien que je n'ai rien contre le suicide, malheureusement. Enfin, moi, je dis toujours, vous vous suicidez, vous repartez à la case départ. C'est comme le jeu de loi. Ma fille, j'ai essayé de pouvoir la canaliser par des médiums. Même moi-même, j'ai fait du Monroe. Personne n'a vraiment pu la contacter. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'elle était trop élevée pour pouvoir la contacter. Moi, ce que j'avais à dire, c'est que croyez. On est tous aimés de la même manière. Il n'y a pas une personne qui est plus aimée que l'autre. C'est moi j'entends, c'est moi je peux percevoir ma fille. C'est que vous tous, vous pouvez en faire autant parce que le fil d'or ne se coupe jamais. Et que vous rendrez vos enfants heureux si vous savez vivre comme s'ils étaient là. Le manque, il est là, ça j'en suis consciente. Je l'ai cherché pendant 20 ans. Vous savez, je marchais dans la rue en me disant, je vais voir ma fille au ciel. Ou alors je vais la voir au coin d'une rue. Puis après, je me disais, mais t'es folle, c'est pas possible. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Ils sont simplement sur votre épaule. Ils sont simplement devant vous pour vous tracer la route. Alors, pensez à ça, écoutez, libérez votre cœur. Plus vous libérerez votre cœur, plus vous les entendrez et plus ils seront heureux. Continuez avec eux main dans la main, même si vous ne la sentez pas, cette main. Vous pouvez sentir le parfum de votre enfant, vous pouvez sentir le parfum de sa peau. Si moi je le sens, vous pouvez le sentir aussi. J'étais quelqu'un de complètement fermé. Je voulais mon enfant, je la voulais dans mes bras. Elle n'était plus là. Mais qu'est-ce que signifie plus là? C'est que son corps physique, son âme, son amour, tout continue autour de vous. Je suis très fière, surtout de voir que je n'ai pas... J'ai des lettres et de remerciements. J'ai pas mal de lettres où de gens me disent que je les ai aidés. Et de voir le sourire sur quelqu'un qui est dans le malheur, quelqu'un qui sourit, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et notamment, j'avais reçu un couple qui avait perdu un jeune enfant de 5 ans qui voulait divorcer. Et lorsque, à ma manière, avec amour, j'ai essayé de leur faire comprendre, quelque temps après, non seulement ils n'ont pas divorcé, mais ils ont conçu notre enfant. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça m'a donné la possibilité de faire ressurgir des capacités, cette fois-ci pas dans la médiumnité, mais dans le magnétisme et dans la guérison. Et voilà. Et concrètement, elle me donne, disons, des orientations, des messages. Mais moi, mes messages, ils se produisent dans la nuit, parce que je ne suis pas médium, même si on l'est tous un peu. Mais moi, je les ai au matin. Le matin, je me réveille, je sais. Un jour, on se retrouvera tous physiquement. Et il est là, cet être. Mais n'allez pas chercher le réconfort chez des gens qui ne sauront pas vous renseigner, mais cherchez le réconfort dans l'amour. Et l'amour, vous pouvez le trouver dans des associations, je pense, comme la mienne. C'est ce que je cherche, moi, absolument à faire. Je fais attention aux médiums qui viennent chez nous. Je vais les écouter d'abord. Je ne fais pas venir quelqu'un que je ne suis pas allée écouter. Et s'il n'y a pas de l'amour qui sort du corps de ces personnes, du cœur, pardon, de ces personnes, elles ne viendront pas. Un message important que je souligne, c'est comme toute chose, c'est bien d'aller voir un médium, mais beaucoup de personnes après, disons, viennent, comment on peut dire, dépendants. Et c'est un peu, comment on peut dire, la contrepartie de
du bien-être. Enfin on a tout en nous pour s'aider, on a tout en nous. Je pense que aller voir un médium une fois, mais après, écouter ce qu'il nous a dit, essayez nous d'écouter ces messages, parce que si on est dans l'amour, on est obligé d'avoir des messages, je pense. Ça peut être un parfum, ça peut être une chanson qui se déclenche comme ça. Moi, ça m'était arrivé, une chanson. La radio s'est arrêtée, puis il était venu la chanson que avec mon fils, on chantait toujours ça dans le mauvais moment. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut toujours, dans toute vie, il faut un juste milieu, et c'est très difficile à atteindre. Et sachez que les êtres qui sont de l'autre côté, on vous dit, il ne faut pas les appeler, il ne faut pas leur parler. C'est faux. C'est faux. Pensez à eux. Et ce qu'ils aiment, eux, plus particulièrement, c'est que vous sachiez qu'ils soient en vie, et c'est de vous faire un signe. C'est de vous faire un signe. N'ayez pas peur de lui dire « Chérie, es-tu là ? Bébé, es-tu là ? Poussin, es-tu là ?» Faites le nom que vous voulez, et vous verrez que vous aurez toujours une réponse. Ils vous la donneront toujours. Tous, on est comme ça. Seulement, il faut l'accepter. Accepter que la vie a un début, mais qu'elle n'a pas de fin. Ça continue, et ça doit continuer dans l'amour. Vous aimiez cet être-là. Vous l'aimez toujours et vous l'aimerez toujours. Ça vous ouvre l'éternité, à l'éternité. Aujourd'hui, je peux dire presque merci à Dieu d'avoir appelé mon enfant. Parce qu'il est heureux. J'ai été fière d'être sa maman. Et je sais que je vais le retrouver. Et qu'on était très proches et qu'il me taquinera encore, parce qu'il continue à me taquiner. C'est un coquin. Donc infirmière diplômée d'État. Avant 1986, pour moi, je ne savais pas s'il y avait un au-delà. J'entendais parfois certains l'affirmer, moi je ne savais pas. Et c'est donc en avril 1986 que j'ai eu un accident de voiture avec mon jeune fils. Et j'ai donc fait le voyage au bout du tunnel. J'ai vu cette lumière, j'ai vu ce tunnel, cette lumière. Je suis arrivée dans une énergie d'amour que je ne pourrais pas définir. Je n'ai pas vu de personnage, simplement une voix s'est imposée à moi, me disant que je devais redescendre sur cette terre, que j'avais une mission. Voilà. À partir de ce moment-là, j'étais intimement persuadée qu'il y avait donc un au-delà. Sans trop l'exprimer, parce qu'encore dans cette époque, il ne fallait pas trop l'affirmer. Pour certaines personnes, on était un peu fous, on va dire ça comme ça. Mais voilà, pour moi, c'était évident. Et donc, en 1999, je vivais à Chartres, en Eure-et-Loire, avec mes 2 enfants. Et on s'est disputé avec mon fils aîné par rapport au cannabis. Il est parti s'installer chez son père. Il a commencé ses études d'infirmier en septembre donc, 2000. Et en novembre 2000, bon, je l'ai su après, mais suite à une dispute avec sa petite amie, donc il a mis fin à ses jours. Il s'est suicidé par pendaison. Il n'a pas laissé de lettres. En 2003, je vivais en Polynésie et j'ai eu un petit garçon, Tommy. Et ensuite, on a été plus ou moins obligés de repartir en France pour le travail de son père. Là, je me suis aperçue qu'il avait quelques symptômes physiques pas trop normaux, du style commencer à boiter, commencer à loucher, commencer à baver à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Voilà. Je l'emmenais chez le médecin régulièrement, les pédiatres et tout, ils ne trouvaient rien de spécial. Bon, c'était pas très rassurant tout ça. Jusqu'au jour où il y a quand même un pédiatre qui s'est un petit peu énervé, qui m'a envoyé à Montpellier faire une IRM. Et là, on a découvert l'horreur, une tumeur au tronc cérébral. Nous, on a perdu notre fils unique. Moi, d'un premier mariage, j'avais 2 enfants, qui sont toujours là, bien sûr. Et juste avant le décès de notre fils par accident, la même année, j'ai perdu ma mère et mon père. Donc, j'ai perdu ma mère au mois de mai 2010. J'ai perdu mon père en décembre 2010. Mon oncle en février 2010, le frère à mon père, 2011, pardon, et notre fils en juin 2010. En juin 2011. Donc un accident de voiture le matin à 10h, tout seul sur la route, tout seul dans la voiture. Il venait de partir de la maison.
il fumait pas, il ne buvait pas. Donc un accident complètement inexplicable. Tout seul sur une petite route, et il n'y a qu'un arbre, il est allé dedans, quoi. Téléphone éteint, donc on n'a jamais su, on ne sait pas, et on ne saura peut-être jamais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu d'animal, il n'y a pas eu de voiture en face, c'est pas de traces de freinage. Aucune cause en fait. Aucun élément, explicable. aucun élément extérieur. Aucun. Enquête de gendarmerie faite sur la vitesse qui était peut-être un petit peu plus au-dessus, mais sans être excessive trop. Par chance, il était seul dans la voiture. Il allait chercher sa copine à l'école qui était juste à côté pour partir en week-end. Donc heureusement que ça s'est fait, heureusement oui, ça s'est passé avant. Si ça se passait après, c'était plus dramatique parce qu'il y aurait eu 2 personnes. Donc là, le monde s'écroule. Tout s'écroule, c'est le truc qui nous tombe dessus. C'est même indescriptible. Enfin, il n'y a pas de mots pour ça, quoi. C'est... Ouah, tout tombe, quoi. Voilà. Et donc, s'en est suivi, enfin, l'hospitalisation directe. S'en est suivi les séances de corticothérapie, de radiothérapie, de chimiothérapie, en tout genre, en liquide, en cachet, enfin, voilà. Ce qui a été pour lui pendant 2 ans de souffrance physique et de souffrance psychologique, de souffrance morale, parce que le peu de famille qu'il y avait déjà autour, tout le monde, comme une volée de moineaux, par peur, je pense. Mais lui ne comprenait pas. Lui ne comprenait pas, petit garçon comme tous les autres petits, hospitalisés avec un cancer ou autre chose même. Les petits ont un petit peu de mal au départ à comprendre ce qu'ils font à l'hôpital, pourquoi ils ne peuvent plus sortir, pourquoi ils ne peuvent plus voir les gens, pourquoi ils ne peuvent plus manger ceci ou cela, parce qu'il y a parfois des régimes spéciaux suivant les traitements. Pourquoi on est obligé d'être là alors qu'on pourrait être là, enfin des tas de privations, quoi, c'est assez infernal. Et quand une maman voit son petit privé comme ça, souffrant, ayant peur à cause des traitements, des IRM, des anesthésies, des ceci, des cela, j'en passe, c'est infernal, c'est infernal. Pendant 2 ans, je me demande même comment j'ai réussi à tenir. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit se passer ailleurs, qui doit aider, parce que c'est pas possible. Quand j'y repense maintenant, je me dis, mais est-ce bien moi qui ai vécu ça? Il a fini par quitter cette terre en fin mai 2008. J'ai demandé à le voir et je lui ai pardonné son geste, parce que pour moi c'était important pour qu'il puisse évoluer vers la lumière, vers cet au-delà. Donc lui pardonner, et je lui ai d'ailleurs demandé de monter vers la lumière, parce qu'on avait vu Ghost, ce film, on l'a vu 2 fois ensemble. Et quand moi je lui parlais de mon expérience, je lui disais, tu vois, c'est tout à fait comme Ghost. Il y a cette lumière, quoi exactement, je ne sais pas, mais l'intime conviction qu'il y a un au-delà. Donc je lui ai demandé de monter vers cette lumière et de me faire un signe quand il le pourrait. Et donc la copine de notre fils, qui ne voyait pas arriver notre fils pour aller la chercher à l'école, a téléphoné à Nathalie pour dire Guillaume, il est où? Il n'est pas là. Donc Nathalie a dit je prends la voiture, je ne sais pas où il passe et je vais aller le chercher. Et Nathalie a trouvé la voiture dans l'arbre, quoi. Donc il y avait les secours devant, mais c'était donc, je pense, un moment très, très dur. Donc moi j'étais prévenu par la suite, j'étais sur la route à ce moment-là, je roulais, j'étais transporteur. Donc le temps de rentrer, ça a été très 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 long. Et là, quand on apprend ça, c'est un coup de massue, quoi. On ne décrit pas, on ne peut pas décrire. Et je pense qu'on rentre en état de choc de suite. Parce que moi, la route pour rentrer chez moi, je ne me rappelle pas du tout. Ni par où je suis, si par où je suis passé, oui, mais je ne me rappelle de rien. On est en état de choc. Avant, au moment où on apprend et après. Et je pense qu'heureusement qu'on est en état de choc, parce que sinon, on ne peut pas. On ne peut pas gérer. Le fait d'aller après l'hôpital, d'apprendre, l'hôpital de Marseille, une horreur. Les gens qui sont là, une horreur aussi. Aucun accompagnement, rien. Quand on a appris le décès de notre fils, le seul truc qu'ils nous ont demandé, c'est savoir si on donnait les organes du gamin, quoi. Voilà, comme ça, dans une pièce, là. Moi, je leur ai dit non, bien sûr. Après, je ne sais pas. On n'était pas préparé à ça, donc pour moi, le petit, il ne fallait pas le toucher, quoi.
Donc on n'était pas préparé à ça, ils nous ont mis dehors. Voilà, au revoir, merci. Voilà, jetés dans le hall de l'hôpital, tous les deux, avec ce Noël qui arrive là. Rien. Je pense que le moment les plus difficiles, il commence là. Et après, il y a la nuit qui arrive, et après, c'est les questions qu'on se pose. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Quand on part, c'est physiquement que je veux dire, me supporter à ça, c'était difficile. Je pense qu'il savait, puisqu'il y a au mois de février 2008, on savait simplement que la tumeur était légèrement revenue. Mais c'est tout, pas plus que ça, quoi. J'avais pas eu trop de choses, d'avis un petit peu dangereux, quoi. Et puis il était en train de jouer sur son tapis. J'étais dans la cuisine, puis d'un coup il m'appelle, et il me dit « Tu vas me manquer, maman ». Waouh, j'ai dit pourquoi tu me dis ça? Puis il n'a rien dit, il s'est retourné, puis il a continué à jouer. Et où il y avait d'autres choses, par exemple, je dormais toujours avec lui, parce qu'il le souhaitait, puis moi aussi, puis on n'arrivait pas de toute façon à se séparer. Et tous les soirs, avant de s'endormir, il se mettait à pleurer. Et je le prenais dans mes bras et je lui demandais « Mais pourquoi tu pleures ?» Il me disait « Mais je pleure parce que je t'aime trop. » Je l'ai compris dans le sens où je vis tout ça et je vois que je te fais souffrir et je sais que je vais partir. Enfin, en tout cas, c'est moi qui l'ai interprété comme ça. Un peu sur le coup et beaucoup par la suite, voilà. Et c'est des choses quand même assez bouleversantes. Et c'est là justement où on en vient à cet autre monde qui peut exister et où je pense qu'il est beaucoup mieux. Et c'est suite à un livre que j'ai lu, Karine après la vie, où ce sont aussi des parents qui ont perdu un enfant. C'est une amie qui avait perdu son père, qui me prête ce livre et qui me dit lis-le, je pense que tu as des choses à comprendre et à apprendre dans ce livre. Donc je l'ai lu quasiment en une journée. Et ils avaient un site. Donc j'écris à ce couple qui était à l'époque au Mexique, en leur expliquant ce qui s'était passé pour mon fils, et de leur dire, bien voilà, je doute parfois, est-ce que vraiment mon fils est parti vers la lumière, Et ils m'ont répondu très rapidement, en me donnant les coordonnées d'un médium et les coordonnées d'une association qui s'appelle Infinitude, qui font de la transcommunication instrumentale. Donc j'ai contacté cette association qui a organisé une conférence en septembre. Donc ça, c'était au mois d'août, en septembre. Et j'ai eu la chance de faire une expérience de transcommunication. Et j'ai pu participer donc à cette conférence où là, j'ai rencontré des mamans qui avaient perdu des enfants par suicide. Je reviens de cette conférence et je devais partir, moi, en vacances au Maroc le lendemain. Donc je vais voir mes adresses, mes mails. Et je vois un mail d'Aidré demandant à des associations de les accueillir pour faire une conférence. Donc pour moi, c'était un signe. Il fallait que je crée l'association parce que j'avais commencé à faire des groupes de parole pour aider des personnes endeuillées, mais je n'avais pas créé l'association. Donc là, j'ai compris que c'était le signe que j'attendais, qu'il fallait que je mette en place ces conférences. On avance tous les jours parce qu'il faut avancer, il faut essayer de comprendre. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de comprendre. Donc pour ma part, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Dans mon métier, je n'étais pas là avant. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai connu quelqu'un sur Aix, un radiesthésiste qui m'a beaucoup aidé. Et si je suis là, c'est un peu grâce à lui aussi. Parce qu'il m'a expliqué des choses où j'ai adhéré à ce qu'on m'a expliqué. Ça correspondait à des questions que je me posais. J'ai bien voulu comprendre. De toute façon, il n'y avait que deux solutions, où je restais ou je ne restais pas. Donc si je reste, autant rester et essayer de comprendre ce qui nous arrive pour finir ce que j'ai à faire le mieux possible. Pour ne pas refaire ça plus tard. Si on croit à la réincarnation, ce que je commence à croire maintenant de plus en plus. Pour moi, j'ai toujours été convaincue qu'il y avait quelque chose déjà. Donc pour moi, de suite, je savais qu'il était toujours là.
Après, j'ai eu une preuve encore plus fantastique, c'est que ça doit être quelques mois après, parce que ça, j'arrive plus à m'en rappeler. Quand on était monté à Nice, juste un peu après, j'étais partie faire une sieste et là, j'ai senti un bisou, mais fantastique, à tel point que je ressens encore ses lèvres. Bon, c'est vrai qu'au début, on se pose la question, bon, j'ai dû rêver et tout ça, mais maintenant, je suis persuadée que c'était lui. Avant tout ça, avant tous ces événements, je croyais un petit peu à la vie après la vie. J'en avais entendu parler. Quelques personnes m'en parlaient, etc. Mais oui, mais enfin, en fait, à l'époque, moi, avant tout ça, je vivais une vie assez olé olé en Polynésie, la belle vie, quoi. Hein. Et puis, bon, tout un truc comme ça, voilà, quoi. Et tout ça arrive. Et j'ai des super bénévoles qui se sont occupés de mon fils et de moi durant les 6 derniers mois de sa vie, qui m'ont amené doucement, tout doucement, très discrètement à tout ça. Au début, je ne comprenais pas bien, parce que j'étais trop dans la souffrance et trop dans cette action. À travers tous ces témoignages, si on peut aider les gens à qui ça peut arriver, mais il y a quelque chose après. On a des signes, on n'est pas devenu fou, hein. On a des signes qu'on explique, on a des preuves physiques, matérielles, concrètes. Ça se passe toujours, 4 ans après. Et voilà, si ça peut rassurer des gens, il y a une vie après la mort, c'est sûr. Moi, j'en suis maintenant convaincu. Les parents qui connaissent, hélas, ce drame, bien évidemment, de lire des livres sur la vie après la mort, et un que je conseille particulièrement, c'est celui d'Anne-Marie Lyonnais, Isabelle, une lumière dans la nuit. Après, bien sûr, c'est un chemin. Moi, j'engagerai les personnes à aller dans un groupe de parole aussi. Même si les autres personnes ne croient pas à la vie après la mort, ça peut aider de pouvoir vraiment échanger. Parce que dans sa famille, ça dépend bien sûr des proches, mais parfois, on ne peut pas en parler. Dans certaines familles, parler du défunt, c'est difficile. Donc, c'est vraiment aller demander de l'aide. Après, on a beaucoup cherché aussi quand on est arrivé sur Nice, parce qu'on ne pouvait pas rester dans la même maison. Enfin, pour ma part, c'était pas possible non plus. Donc, quand on est arrivé sur Nice, on a cherché sur Internet s'il y avait des associations, comment on pouvait se faire aider. Parce que moi, j'ai jamais voulu prendre de médicaments, par contre. Parce que je me suis dit, si j'accepte pas ça maintenant, je l'accepterai jamais. Si je prends des cachets, ben c'est juste reculer pour me sauter après. Donc, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était difficile, mais bon, voilà, on s'en sort. Hein. Et donc, on a trouvé l'association de Maggie, donc Cosette, par rapport à Internet. Et on est allé voir la première fois une conférence sur une radiesthésiste. Et donc après, on a fait la connaissance de Maggie, et c'est comme ça qu'elle avait déjà des messages par rapport à son fils, et qu'elle m'a dit, toi, tu devrais essayer de prendre le crayon parce que ton fils, il veut te parler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'écriture inspirée, parce que je contrôle toujours ma main. Mais quand je me mets à écrire, en fait, je réfléchis pas, quoi. Ça vient tout seul. Des fois, j'écris 2 ou 3 pages de grands cahiers, et je réfléchis pas, ça vient tout seul, voilà. Donc c'est beaucoup des messages pour nous, pour avancer, pour ne pas baisser les bras, pour nous convaincre qu'on va y arriver, qu'on avait choisi cette mission avant d'arriver à tous les 3. Donc quelque part on savait ce qui allait arriver, même si on n'en a plus conscience. Vraiment le premier signe, le soir, je rentrais des obsèques, les obsèques avaient été faits. Je rentre dans la chambre pour aller directement me coucher, et je sens cette atmosphère, mais quelque chose de lourd. Mais c'était pas spécialement réconfortant ou quoi. Pareil, j'ai eu un peu peur, mais c'était d'une lourdeur, c'est indescriptible, quoi. J'arrive pas à faire passer j'ai pas de mots, quoi. Et donc, j'ai décidé de dormir avec la lumière allumée. Parce que je me suis dit, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir dormir, quoi. C'était pas le fait de l'horreur des obsèques, etc., mais c'était quelque chose qu'il y avait autour de moi, quoi. C'était peut-être juste mon fils qui venait me dire au revoir, je sais pas, mais je l'ai pas pris comme ça du tout. Bon, bref, je m'endors, et puis voilà. Et le lendemain, je me réveille, la lumière était éteinte. Et je me souvenais que je l'avais laissée allumée parce que j'avais la trouille. Et donc j'essaie de la rallumer, j'ai dit l'ampoule doit être foutue, bah non.
L'ampoule était bonne et puis l'interrupteur avait changé de position. Donc je me suis dit que j'avais mon petit qui veillait sur moi un petit peu, ou quelqu'un d'autre, ou je ne sais qui, je ne sais quoi, qui délicatement avait éteint la lumière pendant mon sommeil. Alors, les signes, je l'ai dit à une dame une maman que j'ai accompagnée il n'y a pas très très longtemps, c'est les signes qui résonnent au niveau de son cœur. C'est ça qui va être, qu'on va dire, c'est évident. Pour celles personnes à qui on va le dire, ils vont dire, mais elle est complètement folle. Mais si ça résonne au niveau de notre cœur, c'est que c'est vraiment ainsi. Il y a des choses, par contre, qui m'ont subjuguée. Ce sont certains contacts médiumniques, que ce soit en privé ou que ce soit en salle. Parce que les messages ont été parfois d'une précision. C'est juste des choses que Tommy et moi pouvions savoir. Voilà, les médiums, il faut aller voir des bonnes personnes. Ils nous expliquent ce qu'on ne comprend pas forcément. Après, on adhère ou on n'adhère pas, c'est toujours pareil. On a toujours le libre arbitre ou pas. Hein. Donc, ça fait du bien, ça aide. Voilà, il faut les bons. Et il y a des gens qui sont là. Et quand plusieurs personnes disent la même chose, effectivement, il y a des choses qui se passent. Les doutes partent. Même si au fond de soi, on est toujours inquiet de savoir si c'est réel. Mais quand il y en a une personne dit quelque chose, mais quand il y en a 5, 6, 10, c'est qu'il y a, sur une base, il y a quelque chose qui existe, quoi. Tous ces signes, toutes ces séances font que ça, d'une part, ça réconforte, ça enlève un petit peu tout le côté brutal, violent, atroce de ce qu'il a vécu à l'hôpital, toutes ces choses de maltraitance, quoi. Parce que c'est infernal, tous ces petits que j'ai vus en chimiothérapie, en radiothérapie, c'est infernal, quoi. C'est vraiment infernal. Donc ça adoucit un petit peu ce côté-là, on l'occulte un petit peu plus parce que toutes ces choses prennent prennent le dessus, mais prennent leur place, prennent une place petit à petit. Et donc ça nous amène à penser que toutes ces choses, c'est pas que de l'absurdité, c'est pas que de la violence, qu'il y a un sens à tous les événements difficiles, traumatisants, brutaux de la vie, qu'il y a un sens qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on est sur cette terre, c'est pour comprendre, pour évoluer. Quoi que l'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu dire, c'était le moment. Hein, parce que j'ai aussi accompagné une maman dont l'enfant était parti en voiture. Et d'un accident de voiture, et elle s'en voulait parce qu'elle lui avait demandé d'acheter une baguette de pain. Et je lui ai dit, quoi que tu aies fait ou dit, c'était son heure. Il serait parti quand même. Donc, ne pas rentrer dans la culpabilité, parce que la culpabilité est vraiment destructrice pour nous-mêmes et pour notre entourage. C'est un monde parallèle. Au-dessus, je ne sais pas, mais en parallèle de nous, oui. Je pense qu'ils sont à côté de nous, on ne les voit pas. On n'a peut-être pas la même dimension, peut-être pas la même vibration, peut-être pas la même énergie, mais on s'entrecroise, on y est tous. Et on se voit, on ne sait pas se voir. Après, peut-être que les gens plus évolués spirituellement peuvent déceler des trucs, certainement. Je pense que oui. La méditation, elle aide aussi. La méditation, il faut méditer, et puis il faut y croire, et il faut pas baisser les bras. Jamais. Sinon, c'est peine perdue, et on manque notre vision. Et si on manque la mission, d'après ce que j'ai pu comprendre, on va revenir le faire. Donc autant le faire comme il faut la première fois, et au moins on est tranquille, celle-là, on ne la fera plus. Et ceux qui passent à côté, malheureusement, tant qu'ils n'ont pas compris, c'est une école. La vie sur Terre est une école. Voilà. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, c'est comme à l'école, la vraie, on recommence tant qu'on n'a pas compris la leçon. Donc je suis une intime convaincue qu'il y a une autre vie après la mort, dans ce bain d'amour, l'amour inconditionnel, puisque j'ai eu la chance de pouvoir voir cette énergie et que nos enfants, enfin nos êtres chers, parce que ça peut être un enfant, mais nos êtres chers sont dans cette dimension qu'un jour on les retrouvera. Eux, s'ils veulent évoluer, leur évolution, je pense qu'elle passe par la nôtre d'évolution. Donc si nous on évolue, eux ils évoluent. Si nous on n'évolue pas, eux n'évoluent pas, ou pas bien. Et quelque part, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse leur donner, c'est d'évoluer.
dans le bon sens avec eux, pour eux, surtout pour eux. Donc notre évolution, elle est à eux aussi, je pense. Et la plus grande preuve d'amour, elle est là. Lorsqu'un deuil arrive dans une famille, c'est déjà quelque chose de très douloureux à vivre, mais lorsqu'il s'agit d'un enfant, c'est encore beaucoup plus intense au niveau émotionnel. Et donc, forcément, les parents vivent des choses difficiles, douloureuses, et ce n'est pas toujours facile pour eux de passer le cap de la séparation. Mais dès l'instant où ils prennent conscience que la mort n'existe pas, qu'il y a toujours quelque chose après, évidemment, là, il y a une ouverture qui s'ouvre, qui se fait, et par cette ouverture, grâce à cette ouverture, il y a cette ouverture de conscience qui permet de monter dans des vibrations et d'aller plus à la rencontre de ces enfants qui sont partis. Ce qui se passe de l'autre côté, évidemment, quand un enfant s'en va, ceux qui restent sur Terre souffrent énormément. On est dans le chagrin, on est dans le déni, on est dans la révolte. Mais lorsque cette âme rejoint l'autre dimension, cette âme est toujours accueillie par des membres de la famille, des personnes qui sont parties avant, ou des connaissances, mais aussi des guides, ce qu'on peut appeler anges gardiens. Donc dès l'instant où ils se retrouvent de l'autre côté, accueillis dans l'amour, dans la joie, dans la paix et la sérénité, ensuite il y a des étapes qui permettront à ces enfants de trouver leur propre vibration, puisque de l'autre côté, il y a 7 autos vibratoires complètement différents et grâce à ces taux vibratoires, l'âme va aller dans la vibration qui lui correspond. Dès l'instant qu'elle a trouvé sa place, elle peut avoir des contacts avec les personnes qui sont restées de l'autre côté, mais pour cela, il faut être très, très vigilant parce que ça peut être des manifestations avec des bruits, avec des sensations d'avoir quelqu'un derrière soi, avec des souffles, avec des papillons qui viennent, des oiseaux qui viennent frapper à la porte, etc. Il y a toujours de multiples façons, même de la musique qui s'arrête, ou avoir l'impression aussi que quand on est en voiture et qu'il peut y avoir un accident freiné à la dernière minute, ça prouve qu'ils sont toujours là pour nous aider. Dès l'instant où on prend conscience de tout ça, évidemment, il y a une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Et les parents peuvent, à ce moment-là, dès qu'ils ont retrouvé la paix, la sérénité, dès que cette révolte s'est apaisée, ces parents-là peuvent avoir des messages de différentes manières. Il se peut que le père ou la mère entendent ou ressentent la présence de l'enfant. Mais ça peut aussi se faire par l'écriture. Et donc il y a de plus en plus de possibilités pour les parents qui souffrent d'avoir cette possibilité de communication. Au plus qu'ils vont monter en vibration, au plus qu'ils pourront percevoir et même apercevoir, voir leur enfant qui, de l'autre côté, lorsque le temps va passer, va continuer à grandir. Il va devenir, si c'est un bébé, si c'est un enfant, un adolescent, il va devenir adulte. Et lorsque la personne qui aura perdu cet enfant va retourner de l'autre côté, même si cet enfant est devenu un adulte, elle va le reconnaître forcément, puisque tout est fait au niveau vibratoire. Il y a aussi des possibilités de percevoir ces enfants dans des rêves. Ils viennent donner aussi des messages dans les rêves et à partir de ce moment-là, c'est que la personne a lâché prise, elle ne contrôle plus rien. Dans son rêve, toutes les tensions ont disparu et donc son âme peut monter
à la rencontre de l'âme de l'enfant. Et c'est là qu'il y a des rencontres et on s'en souvient après. Et ça peut apporter un immense espoir pour ceux qui restent. Donc c'est évident qu'il faut absolument apprendre, et ça c'est la chose la plus difficile, apprendre à dépasser son chagrin, apprendre à dépasser cette épreuve pour retrouver le contact. Parce que la mort n'existe pas, il y a toujours une continuité. Mais ils sont partis dans un autre monde. Moi, je pense qu'on peut le voir comme s'ils sont partis dans un pays étranger, où il n'y a pas de moyens de communication par le téléphone ou par la télévision ou peu importe. Et dès qu'une personne s'en va dans un pays étranger, ce qu'elle fait, c'est qu'elle doit d'abord déposer ses valises, aller à l'hôtel, déposer ses valises, ranger ses affaires et après prendre contact. Et c'est un peu comme ça que je vois, que j'ai cette vision quand les enfants veulent prendre des contacts avec les parents. Ça peut se faire très rapidement, ça peut se faire dans les mois qui suivent, ça peut se faire des années plus tard. Tout dépend de la vibration des parents. Tout dépend de leur compréhension. Donc plus ils vont tirer sur la corde d'argent pour les retenir, au plus ils vont empêcher l'âme de monter vers la lumière. En règle générale, les enfants qui partent de l'autre côté, ce sont de très belles âmes. Des âmes qui viennent justement éclairer la conscience de leurs parents. Donc, au fur et à mesure que les parents vont s'ouvrir, il y aura vraiment des retrouvailles, ce sera fusionnel. Donc, les parents doivent apprendre à être beaucoup plus sereines face à la mort et ainsi permettre aux enfants de revenir vers eux. Les contacts sont extraordinaires. Je pense que ça peut être quelque chose de très personnel, c'est très intime, ça ne regarde que la personne elle-même. Et grâce à tout ça, l'âme qui est partie de l'autre côté permet à ceux qui restent de ne plus avoir peur de la mort. Évidemment, il ne faut pas espérer mourir pour les retrouver, parce que si on est resté ici, c'est pas pour rien. C'est pour apprendre justement à les retrouver. Et comme on dit, il faut faire descendre le ciel sur la terre. Ce qui est évident, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qui se passe de l'autre côté, qui est dans la pureté, dans l'amour, dans la lumière, doit se retrouver sur la terre aussi. Donc dès que les parents auront pris conscience de tout ça, vont retrouver leur lumière intérieure, vont pouvoir retrouver cette paix et vont pouvoir retrouver le contact avec les êtres qui sont partis dans des mondes supérieurs. Message reçu d'Ophélie en juillet 2015. Merveilleuse vibration à vos côtés. Ma petite maman adorée, je voudrais te dire combien je me sens proche de toi, ma petite maman. Je vibre avec toi. Je suis en harmonie totale avec toi et me réjouis de ton nouveau cheminement. Tu es bien courageuse, ma petite maman, et je voudrais tant que tu puisses insuffler toutes nos paroles d'espoir aux parents en souffrance. Distribue, ma maman, distribue largement et pleinement. Nous, les enfants perdus, sommes à vos côtés. Écoutez le souffle de nos voix au creux de votre oreille. Voyez et appréciez les fleurs que nous déposons sur votre chemin. Sentez, humez les délicats parfums dont nous vous enveloppons. Ressentez la douce caresse sur votre joue. Voyez et ressentez avec votre cœur, vous les papas et les mamans dans la douleur. Votre petit n'est pas parti. Il est simplement aujourd'hui cette merveilleuse vibration qui à vos côtés vit.